Bonsoir tout le monde, pour ceux qui viennent de rentrer dans mon direct. Donc, j'ai fait ce direct parce qu'on m'a envoyé des vidéos. Et j'ai parlé avec 2 personnes. Ça m'a un peu choqué. Et je me suis dit, je vais faire un direct pour ça. Parce que, bon, il faut que je parle. Parce que le Congo, c'est mon pays, j'ai toujours dit. Je suis Congolais de pure souche. Et je ne vois pas qui va m'interdire de parler de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Parce que je suis de mère et de père congolais, d'arrière-grand-père congolais, d'arrière-grand-père congolais de tous les côtés. Je suis originaire par mon père de... C'est des gens de Boulamananga, de Makana, et ma mère de Kimba, Gomatsi. Donc, quand je remonte dans ma famille, j'ai que des racines au Congo-Brazzaville. Mes racines ne sont jamais sorties du Congo-Brazzaville. Donc, je suis du Congo profond, comme on dit. Maintenant, je vais commencer par un truc. Je vais expliquer 2 choses avant d'arriver à des vidéos comme... Moi, je ne suis pas comme tout le monde. Moi, j'aime pas mentir. J'aime pas caresser les gens dans le sens du poil. Pour tous ceux qui me connaissent, ils vous diront que j'ai un franc-parler. Je suis quelqu'un de cool. Hein. Je suis très ouvert d'esprit. Mais j'ai beaucoup de principes pour moi-même, que je m'applique à moi-même. Et que j'aime que les gens aussi les appliquent avec moi. Donc, je dirais pour ça, je suis un nationaliste. Je m'en fous du socialisme, du capitalisme. Je suis d'abord nationaliste. C'est-à-dire, je le suis de... C'est comme vous voyez un alcoolique ou, je sais pas, un drogué qui est drogué, qu'on dit, bon, écoute, change un peu. Moi, j'ai toujours été nationaliste. Depuis que je suis tout petit, j'ai grandi dans un environnement où, pour moi, c'est congolais, point barre. Donc, je suis un nationaliste. Le panafricanisme, chez moi, attendra. Parce que moi, je suppose que quand on ne peut pas être unis si on n'a pas vécu les mêmes choses. Je veux dire par là quoi? Au panafricain. Le panafricanisme, je préfère laisser ça aux gars d'Afrique de l'Ouest. Parce qu'ils ont eu Samori Touré, qui avait levé une armée de la Guinée jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au Sénégal, pour combattre contre les Français. Donc, le fait d'avoir réunifié tous ces territoires-là, de la Guinée, Conakry, jusqu'à tout l'ensemble du Mali et jusqu'à une partie du Sénégal, ça unifie, ils ont ce sentiment panafricain. C'est pour ça que vous allez voir chez nous, les Africains noirs, les Ouest-Africains sont beaucoup plus panafricains. Voilà pourquoi si vous partez en Afrique de l'Ouest, vous avez ils ont aboli les frontières déjà. Donc un Ivoirien quand il va au Mali, avant que les histoires maliens arrivent, le conflit malien arrive, un Togolais, quand il quitte le Togo, on va prendre le Togo, pour venir en Côte d'Ivoire, il n'a pas besoin de papier. Il a juste besoin de sa carte d'identité, il traverse les frontières. Chez eux, c'est depuis longtemps qu'ils ont ces systèmes-là. Ils ont juste besoin de la carte d'identité pour aller s'installer ailleurs. Donc, un Ivoirien peut quitter la Côte d'Ivoire pour aller s'installer au Sénégal, il n'a pas de problème. Mais nous qui sommes en Afrique centrale, nous n'avons jamais connu ça. Nous n'avons jamais eu un leader politique en Afrique centrale qui a essayé d'unifier l'Afrique centrale, qui a mené un combat d'unification, que le peuple a adhéré, qui nous fait de nous que nous soyons des panafricains. Non, nous ne pouvons pas être des panafricains si on n'a jamais combattu ensemble pour le même idéal, contre l'étranger ou pour quelque chose de plus profond. C'est comme les Européens, ils parlent de l'Union européenne parce qu'ils ont une histoire qui date de 100 ans. Les Européens ont fait la guerre de 100 ans. Donc, tous les Européens, les Français, les Allemands, les Anglais, ils partaient combattre à Jérusalem pour conquérir Jérusalem contre Aladin. Ça unifie. Voilà pourquoi quand on dit Européens, ils sont fiers. Parce qu'ils sont unis par une histoire de combat. C'est comme dans une famille. Si tu n'as pas grandi avec tes frères, à un certain âge, quand on te ramène tes frères avec toi, vous n'aurez pas ce lien-là. Parce que quand on est des frères, en général, le lien tient à l'évolution, comme on a grandi, j'étais proche de mon frère me protégeait à l'école, mon frère me donnait à manger, on a galéré ensemble, on a tout fait ensemble. C'est ça qui fait le lien. Nous, en Afrique centrale, on n'a pas eu cette histoire de lien. Lumumba était zaïrois, il a essayé de faire les choses pour les zaïrois, ils l'ont tué. Sa philosophie n'a jamais traversé le Congo-Brazzaville. Il n'a jamais fait le combat de la nation congolaise tout entière. Non, il a fait le combat des zaïrois tout court. Voilà, donc si on n'est pas lié par une histoire de combat, par une histoire d'entraide, on ne peut pas être panafricain. Donc moi, pour le moment, comme je suis d'Afrique centrale, j'ai toujours dit, si vous regardez mes vidéos de passé, je suis un nationaliste.
Voilà pourquoi quand je suis en France ici, je respecte... moi, quand un Français me dit qu'il vote Front National, j'ai des amis ici, des amis blancs, qui me disent qui votent Front National. Moi, ça m'a jamais choqué. Ils me disent, Charlem, ça te choque pas que je vote Front National? Je dis, je m'en fous. Si tu trouves que le Front National correspond à tes idéaux, pourquoi moi ça m'a choqué? Il dit oui, mais bon, j'ai dit non. J'ai beaucoup d'amis qui... Pourquoi ça ne me choque pas? Parce que moi, je suis nationaliste. Moi, je pense que le Congo m'appartient. Et le fait que je sois en France, je ne suis pas chez moi ici. J'applique la loi française. Tout ce que la France me dit, je le fais. Tout ce que la France m'autorise, je le fais. Parce que je suppose que moi, mon intérieur est congolais. Je serai congolais à vie. Et voilà. Donc, pour moi, je suis un nationaliste. Je l'ai toujours été depuis tout petit. Je me considère congolais de souche. Donc, je dis ça pour vous dire, pour venir aux vidéos. Je l'ai toujours dit, hein, c'est pas que non, il y a eu une vidéo après, non, non. Si vous regardez mes vidéos, il y a longtemps, j'ai toujours été nationaliste. Voilà pourquoi j'adhère jamais à toutes les marches qu'on organise pour dire, allons marcher pour tel, on a tué un noir par la police ou je sais pas. Moi, je ne marcherai jamais pour ça parce que moi, je pense que mon âme me dit toujours que tu es en France, tu appliques les lois de la France, tu appliques correctement les lois de la France, il t'arrivera rien. Je ne peux pas venir en France ici, venir défendre le Boulamananga, imposer aux Français le Boulamananga, parce que moi aussi, j'ai des origines Boulamananga. Non, le Boulamananga, s'il va évoluer en France, il va évoluer conformément à la loi française. Si la loi française m'autorise un culte Boulamananga, ok, je peux le faire. Donc moi, je suis un nationaliste. Je pense que chacun doit rester chez soi et aller visiter l'autre et rentrer chez soi. Ou aller chez les autres, mais aller chez les gens et respecter ces gens-là. Les peuples qui sont au Congo doivent être respectés par tous les étrangers qui viennent au Congo, que ce soit Libanais, Mauritaniens. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai respecté les Ivoiriens pendant 8 ans. J'étais au Sénégal, j'ai respecté les lois sénégalaises. J'ai été au Mali aussi, j'ai respecté les lois au Mali. Voilà, donc moi je pense que quand on est au Congo, on doit respecter les Congolais et la loi de ce pays-là déjà. On ne peut pas venir au Congo nous imposer des comportements barbares, des situations que nous n'avons pas l'habitude de côtoyer et nous faire comprendre que c'est ça la voie. Non, 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 non. Je suis un nationaliste. Notez-le quelque part. Le jour que je ne serai plus, rappelez-moi ça et tuez-moi. Je serai nationaliste jusqu'à la fin de ma vie. Le Congo aux Congolais. Maintenant, s'il faut définir qui est Congolais, ça, c'est un autre débat. Mais moi, je dis le Congo aux Congolais. Maintenant, je vais venir aux vidéos pour gagner du temps. Je vais vous faire écouter les vidéos et je vais vous dire ce que je pense réellement. Oui, excusez-moi. Alors, Papa Nongo, on ne nous prendra pas en otage. S'il y a des militaires qui viennent ici, toi tu es général, tu nous amènes aussi des militaires ici. Je te donne cette autorité-là. Alléluia. Vous savez, Dieu sait faire les choses. Il nous a donné un cordon général. Et qui a fait beaucoup pour ce pays. Alléluia. Papa Nongo, je te dis, ton histoire dans ce pays n'est pas encore finie. Tu as encore une histoire avec toi. Tu connais en secret ce qu'on a parlé, moi et toi. Tu as encore une histoire avec toi dans ce pays. Alors, on ne nous prend pas en otage. Les généraux sont là. Les généraux qui sont avec nous, s'il faut venir avec les militaires, on verra avec les militaires ici aussi. Papa, et puis... Bon. Je vous explique après. Je vais revenir après, mais je vous fais passer l'autre. Alors, Papa Nongo, on ne nous prendra pas en otage. S'il y a des militaires qui viennent ici, toi tu es général, tu nous amènes aussi des militaires ici. Je te donne cette autorité-là.
savez, Dieu sait faire les choses. Il nous a donné un cordon général. Et qui a fait beaucoup pour ce pays. Alléluia. Papa Nongo, je te dis, ton histoire dans ce pays n'est pas bonne. Bon, celui qui parle, c'est un Zaïrois. C'est le fils de Mama Olangue qui a créé une Zaïroise et son mari était Zaïrois, qui ont créé une église qu'on appelle CFMC. Et dans cette église-là, il y a beaucoup de parvenus congolais, j'appelle ça des arrivistes congolais qui sont rentrés dedans, comme le ministre Bruno Itoa. Il est là-dedans, il est fier, il croit que le salut se trouve là-bas. Et c'est lui qui parle, qui dit que dans ce pays, lui, il prédit que ce général-là a fait des choses au Congo. Le général des Congolais, par contre, il a fait des choses au Congo et que Dieu lui a promis faire des choses au Congo. Déjà, c'est un mensonge, parce que bon, de toute façon, vous savez que je suis athée. Alléluia. Nous demandons instamment au chef de la sécurité de réunir ces éléments afin de bouter dehors Papa Marciano. J'ai dit instamment. Je crois qu'on s'entend. Instamment. Papa Marciano doit sortir de cette cabane parce qu'il est mis en prière depuis des mois. Et je demande à la sécurité de ce ministère de jouer son rôle. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que vous mettez devant nous, il s'agit maintenant de régler des problèmes de sécurité. Cela est dit au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons... Donc vous voyez ce qui se passe actuellement au Congo, cette église CFMC, qui est qu'une escroquerie mentale, une escroquerie religieuse, qui a été créée par une dame qui n'a même pas fait des études, une bonne paysanne qui est zaïroise déjà, parce qu'il y a les zaïroises, qui a créé une église là-bas, qui a raconté sa vie, qui a essayé de bénir des idiots, et ces idiots-là ont traversé le Congo pour venir nous coloniser. Donc CFMC vient du Zaïre, et aujourd'hui les deux fondateurs, cette dame-là, et son mari sont morts, son fils est au Congo, pour venir faire la pagaille, faire des prophéties au Congo-Brazzaville. Et quand il fait des prophéties, il y a un général à l'intérieur de l'armée congolaise. Je vous dis que l'armée congolaise, ça n'existe plus de toute façon. Il vient prêcher chez nous en disant que lui, il a une histoire, il a déjà fait pour ce pays, et Dieu a vu une histoire en lui. Une escroquerie encore. Et le général, vous voyez pourquoi je vous dis que l'homme noir, l'homme congolais aujourd'hui, a un problème d'éducation et de culture. Et ce général-là, il se lève, vous voyez bien, il est content, le général Ndongo, je ne sais pas qui là, il est content, il lève sa main, parce que ce couillon-là lui montre que Dieu a fait une prophétie, Dieu a une prophétie à des choses, regardez. Le général, celui qui se lève. Lui, il est général de l'armée, c'est-à-dire... Alors, Papa Ndongo, on ne nous prendra pas en otage. S'il y a des militaires qui viennent ici, toi tu es général, tu nous amènes aussi des militaires ici. Je te donne cette autorité-là. Ouais, celui qui est élevé, c'est le général. Oui. Vous savez, donc, ce monsieur, ce pasteur, ce faux prophète sûrement, il dit des conneries et le général qui est censé. Un général, je pense qu'un général a quand même un bagage intellectuel. Je pense, hein. Mais il est content. Il croit à des prophéties d'un marionnette comme lui, un Zaïrois. Et je me demande comment le Congo, je ne sais pas, ce pays-là est devenu méconnaissable. Comment un Zaïrois peut venir prêcher au Congo-Brazzaville, avoir des salles chez nous, tout ce ils ont tout ce pouvoir-là dans notre pays sans payer les impôts, sans même se déclarer au ministère de l'Intérieur, sans rien. C'est quoi ce pays-là, franchement? Vous savez qu'en face, ils sont 70 millions, 80 millions d'habitants. Si vous ne faites pas des règles, quand ils viennent chez nous, qui ne mettent pas leurs empreintes, qui ne demandent pas, qu'on ne leur donne pas une carte de séjour, si on ne les contrôle pas, chez eux, ils sont 70 millions d'habitants. On va faire des calculs simples. C'est-à-dire, si on prend 70 millions de Zaïrois, et que dans ces Zaïrois-là, il y a, je vais être bon, je vais être sérieux, je ne vais pas être dans les extrêmes, 40% des idiots aux Zaïre, dans cette population de 70 millions d'habitants, 40%.
Et nous, on est 5 millions. Si on prend dans les 5 millions du Congo, la moitié, 50% des idiots, vous imaginez 40% des idiots du Zaïre, ils essaient de traverser chez nous, ou ils emmènent leur idéologie chez nous, mais ils vont nous écraser. Parce que les idiots, c'est facile de manipuler les gens idiots. C'est très facile. Quand les gens sont bêtes, c'est facile à manipuler. C'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire un homme qui vient, qui hérite d'une église fondée par des parents escrocs, parce que si pour moi, c'est de l'escroquerie. Maintenant, s'ils sont puissants, qu'ils m'envoient un mauvais sort ce soir pour que demain matin, je ne me réveille pas. Comme ça, vous aurez la preuve palpable que leur Dieu existe. Mais je crois que c'est impossible de me serer debout. Et ces gens-là traversent au Congo pour venir enseigner cette idiotie-là à nos généraux, c'est-à-dire les généraux du Congo au Brazzaville. Et ils craignent des troubles au Congo en disant que s'ils emmènent des militaires, moi aussi j'emmènerai des militaires. Mais on est dans quel pays? On est dans quel état? C'est quoi cette république-là? Moi, je me rappelle quand j'étais petit au Congo-Brazzaville, les gens étaient suffisamment intelligents à cette époque, on était largement plus intelligents. Tout ce qui venait du Zaïre, on ne prenait pas ça comme ça. Parce que chez nous, il y avait l'école gratuite, il y avait tout. Moi, tout ce que je sais, depuis que j'étais tout petit, tout ce qui était plus vieux que moi était des intellectuels. Tout ce que j'ai connu à Bakongo, Makele, Kele, partout où je suis passé, tout ce qui avait, si moi j'avais 10 ans, eux, ceux qui avaient 15 ans, c'était mes modèles. Aujourd'hui, j'en vois plein qui sont devenus des banquiers, des grands frères à nous qui étaient, tous ils étaient diplômés. Tous les grands frères qui étaient dans mon quartier étaient diplômés. C'était des gens intelligents, responsables. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Les jeunes ne vont plus à l'école. Il n'y a même plus des écoles aujourd'hui. Et comme on a détruit l'école, si on laisse passer ces gens-là, venir prêcher chez nous, si on donne carte rouge à ces gens qui ont été dans une dictature de Mobutu qui les a abrutis à 80%, parce que là-bas, il y a beaucoup d'abrutis chez eux là-bas. Là-bas, tout ce qu'ils savent faire, c'est danser, c'est prêcher, c'est être des prophètes. Tous là-bas, ils sont prophètes. Moi, je me rappelle quand j'étais au Congo, ce genre de truc n'existait pas. Il y avait, nous, on partait à Saint-Pierre, ou à Kizito, ou à Saint-François d'Assise. C'est là-bas que les gens partaient prier. Il n'y avait pas ce genre d'idéologie où on mène des gens, Papa Ndongo, Dieu t'a parlé. Dans l'église, j'ai jamais entendu un prêtre dire à quelqu'un, moi ma mère est catholique, je n'ai jamais vu un prêtre venir, ma mère m'emmener à l'église, mais j'ai jamais entendu un prêtre dire que Dieu a dit ceci, Dieu fera ceci. Moi, je suis de Gomatsé. À Gomatsé, il y avait la Benkougou qui était très populaire. Moi, je l'ai vu quand j'étais petit. Parce que mes grands-parents m'emmenaient là-bas. À l'église, la Benkougou à côté de la gare. Je n'ai jamais entendu la Benkougou faire des prophéties. Mais pourtant, il était extrêmement populaire. Quand il est mort, celui qui l'a remplacé, c'était un prêtre. Je suis allé là-bas en pèlerinage avec des amis aussi. J'ai fait un pèlerinage de 1 semaine là-bas. Quand j'avais quel âge? Je vais avoir 15 ans, 16 ans. On nous a jamais prédit l'avenir. On était là-bas pour prier. On a prié pendant 1 semaine. On a fait tout ce qu'il y avait à faire, des ateliers, machin. On nous a jamais rien prêché. On m'a jamais dit contre quittant ici que je repartais à Brazzaville, je vais croiser, je sais pas moi quoi. Il n'y a pas de prêche à cette époque-là. Mais cette mentalité des Aïoua, qui sont devenus tous des prophètes, tous ces gens-là, qui n'ont pas fait des études, qui ont profité de la chute de Mobutu pour créer des églises, qui sont allés au Nigeria copier le modèle des pasteurs nigérians pour venir l'imposer aux Congolais et aux Aïlois. Et aujourd'hui, ces gens-là sont devenus parfois des conseillers des chefs des États et des ministres au Congo-Brazzaville. Parce que ces ministres-là pensent que Dieu peut sauver le Congo. Parce que ces ministres-là pensent que nous devons tous être croyants. Et croire en quoi et en qui? Quelles sont les preuves? Donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés à voir des vidéos comme ça, où il y a des ploucs comme ça, des malheureux comme ça, des malheureux, des voleurs comme ça, des gens qui n'ont aucune culture déjà, des gens qui n'ont jamais connu même l'amour de leurs parents, venir prêcher des conflits dans notre territoire. Ce territoire qui a connu déjà beaucoup de problèmes militaires, qui connaît des problèmes économiques extrêmes aujourd'hui, et tout ce qu'on nous prêche pour développer le Congo, c'est la religion. Et personne, ça fait pas.
le gouvernement ne prend même pas de mesures. C'est comme si ils étaient dans un pays où il faut aboutir. C'est comme le seul mot qu'ils ont, c'est aboutir le maximum des Congolais pour en faire des esclaves. Je vais vous montrer. Je vais chercher une autre vidéo qu'on m'a montré. Que ces ministres-là pensent que... Oh, merde. Excusez-moi. Je cherche la vidéo, excusez-moi. Et voilà que le Congo qui était rempli d'intellectuels, où on était fier de voir des grands frères intelligents, où on imitait les gens, où il y avait la poésie, où on aimait les choses. Aujourd'hui, tout ce qui vient du Zaïre rentre facilement dans nos mentalités et on applique facilement ce qui se passe au Zaïre. Aujourd'hui, si tu vois un Congolais et un Zaïrois, c'est devenu pareil, le même langage, le même lingala, la même façon d'être des voyous. Le Kikouloune, ça a commencé au Zaïre, aujourd'hui chez nous aussi. Regardez, ils sont allés agresser une dame, ils lui ont mis un coup de machette au crâne. Pendant qu'ils sont allés braquer une maison d'une dame, ils ont quand même réussi à lui mettre un coup de machette sur la tête. Ce n'est pas des mentalités de chez nous, ça. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire. Les gens qui fumaient la drogue, le chanvre, on pouvait les compter, et on les connaissait tous. Mais aujourd'hui, tous les gens que j'ai vus fumer, la première fois que j'ai vu des femmes fumer la drogue, le chanvre, c'était des Aïroises. Parce que moi, je parle de moi. C'est peut-être qu'il y avait... La première fois que j'ai vu des femmes emballées, parce qu'eux, ils sont comme ça, ils ont vécu dans une dictature de Mobutu, qui les a appauvris, qui a fait de ce pays-là, qui avait un avenir, sûrement, parce que quand on voit le Zaïre de Lumumba, la monnaie était stable, l'économie était bien, mais Mobutu, quand il est arrivé, il a tout foutu en l'air, et il a appauvri cette population pour bien s'asseoir sur eux. Ça a donné que la musique obscène, et aujourd'hui, qu'il est mort, la religion s'est ajoutée à la musique, et c'est la catastrophe. Et nous, aujourd'hui, comme on a vécu une guerre, et on est dans un système où on a appauvri les Congolais mentalement, tout ce qui vient de là-bas rentre facilement chez nous-mêmes. Quand on entend les gens chanter aux Zaïre, c'est devenu comme chez nous. On chante pareil qu'eux, on danse pas. Avant, il y avait une différence. Nous, on avait Yuluma Biala, et ils avaient Oketiaz. On avait Michel Boyi-Banda, et ils avaient Emeneya. On avait les fermes, les Cosmos. On écoutait de la musique de chez nous. On avait les Tanawa. Moi, j'ai grandi avec ça. J'aimais bien Tanawa, les Théo Blaise Kunku. Eux, ils avaient leurs chanteurs. Et c'est comme ça qu'on vivait. Mais aujourd'hui, chez nous, Kofi va venir faire un concert, c'est rempli. Tous ces oeuvres là du Zaïre, là, les robines ou je sais pas quoi, là, ils viennent chez nous, c'est comme si, et nous, on remplit les salles, on danse comme eux, on se comporte comme eux, on insulte comme eux, on devient vulgaire comme eux. Mais nous, on est 5 millions. Et ils sont 70 millions. Et si le gouvernement permet ces gens de pasteurs de venir encore dire, on a suffisamment de problèmes. Et s'il faut faire venir ces gens-là chez nous, sans leur demander, sans leur imposer la loi, un code de vie, mais ils vont, ce général-là, pour moi, sincèrement, il doit passer au tribunal militaire. Parce que c'est pas possible qu'un général aille s'afficher dans une église et écouter les paroles d'un prophète qui menace la stabilité d'un pays. Je pense que si ce gouvernement-là a un pouvoir, ce général doit être allé en prison. On doit l'écarter. On doit même l'envoyer à une retraite anticipée. C'est pas possible. Même dans tous les pays africains, c'est pas possible. Qu'on emmène un général aille assister à un culte. Bien sûr, il peut le faire. Mais qu'un pasteur dise que s'ils viennent avec des militaires, toi aussi, nos généraux vont sortir des militaires, on verra ce qui va arriver, Dieu va faire. Mais c'est n'importe quoi. Si le gouvernement ne prend pas de mesures contre ce général-là, alors tous les Congolais doivent savoir que ce pays-là est foutu. Il est presque foutu, mais là, il est totalement foutu. Parce que c'est du n'importe quoi. On ne peut pas autoriser ce genre d'image. Oui, nos autorités sont mariées avec des Aïroises. Aujourd'hui, même la femme congolaise, qui en parle? C'est ce que je dis. Tellement que la mentalité des Aïroises est rentrée dans nos femmes. Moi, je prends juste mon exemple.
J'ai grandi dans un quartier populaire, donc on ne peut pas me dire que non, j'ai grandi dans le centre-ville, il y avait une bonne société là-bas, donc moi je connaissais. Moi j'ai grandi dans tous les quartiers populaires du Congo, en tout cas du sud où il y avait beaucoup plus de gens. La femme congolaise était belle, intelligente, c'était ça. Moi, toutes mes grandes sœurs sont allées à l'école, elles sont ici, elles sont responsables. Je n'ai aucune grande sœur qui a vécu du Congo parce que mes grandes sœurs aujourd'hui sont assez âgées. Mais vu qu'ils ont eu cette culture de l'école congolaise, mais jusqu'ici en France, je suis fier de mes grandes sœurs. Elles ne traînent pas dans les bars, elles ne boivent même pas de l'alcool, elles ne fument jamais. Je n'ai pas des grandes sœurs ou des sœurs qui fument ou qui traînent dans des bars. C'est des femmes responsables. Leurs enfants, pareil. Leurs enfants, une éducation. Parce que le Congo d'avant n'était pas comme ça. Aujourd'hui, trouver une femme congolaise qui n'a pas cette mentalité-là que nous voyons. Parce qu'il faut dire la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité pour qu'on trouve des solutions. Moi, quand j'étais petit, les prostituées, on disait, quand les gens, les grands frères partaient chez les prostituées, on disait, tu vas voir les Aïroises. Elles étaient à Mongali, elles étaient partout. Il n'y avait pas, moi, à mon époque, hein, il n'y avait pas de femmes congolaises qui se prostituaient. Pour que tu donnes de l'argent et tu vas faire tes besoins. Il n'y en avait pas. Les gens qui partaient chez les prostituées, moi, quand j'étais à l'école des cadets, les gens qui partaient chez les prostituées à Mongali, toutes ces prostituées étaient étrangères. Il n'y avait pas de Congolaises. Les Congolaises partaient à l'école, elles étaient belles, elles étaient étudiantes, elles étaient jolies. Toutes les filles que j'ai connues dans mon enfance, aujourd'hui, quand je les vois, il y a une, je vais vous raconter une anecdote, je l'ai connue, on a à peu près le même âge. Elle était très jolie, très très jolie. Elle m'a même envoyé ses photos il n'y a pas longtemps parler. Je lui ai dit que j'étais très jolie, pourquoi tu as fait ça? Elle était vraiment une jolie fille. Elle a grandi, elle s'est dépigmentée la peau. Aujourd'hui, si je vous montre ses photos, et les photos de son enfance quand elle avait 15 ans, 16 ans, 17 ans, elle est méconnaissable. Et la pauvre, qu'est-ce qui s'est passé? Avec toute la misère du Congo, elle est allée en Angola. Elle a un peu bourlingué dans toute l'Afrique centrale. Elle est allée en Côte d'Ivoire faire du commerce. Elle a vécu en Angola. Elle s'est dépigmentée la peau, mais elle est devenue méconnaissable. Elle était vraiment jolie. Cette fille-là. Je lui ai même dit, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, c'est la seule chose que je regrettais toute ma vie. J'ai suivi un mouvement. Elle m'a dit, j'ai suivi un mouvement comme ça. Je croyais que c'était les gens aimaient les femmes comme ça. Et aujourd'hui, j'ai abîmé ma peau. Elle a abîmé sa peau. Parce qu'elle a suivi les comportements des étrangers. On lui a fait croire que quand une femme a la peau claire, elle est plus jolie. C'est n'importe quoi. Les Congolaises d'avant ne l'auraient pas fait. Les Congolaises d'avant, elles réfléchissaient. Aujourd'hui, toutes les autorités, les gens du Congo-Brazzaville épousent des Aïroises. C'est normal qu'ils épousent des gens, parce qu'ils sont 70 millions d'habitants. Donc là-bas, il y a le chaud, il y a tout là-bas. Les mouches, les belles, mais sans cerveau. Beaucoup n'ont pas le cerveau chez elles là-bas, parce que c'est pas de leur faute, parce qu'ils ont vécu dans une dictature qui était avec les Belges, tout ce monde-là, ils ont foutu le bordel dans ce pays-là. Dans ce pays, si on vous raconte l'histoire des années, ce n'est que tragédie. Moi, ma mère, aujourd'hui, elle est très âgée, ma mère. Elle doit avoir 84 ans aujourd'hui, parce qu'elle est née veille. On ne sait pas exactement quand elle est née. Elle est partie aux Zaïre avec les sœurs. Elle était petite, hein, dans les histoires avant l'indépendance du Congo, ma mère est allée aux Zaïre pour les histoires de prière. On l'avait emmenée là-bas avec les sœurs de... Elle me disait que c'était avec les sœurs de... Non, j'avoue, je ne sais pas quoi. Là. Elle a dit, c'est aux Zaïre quand je suis arrivé là-bas dans les années 58, on est allé là-bas. J'ai vu des gens qu'on traînait dans le centre-ville avec la corde au cou. En 1958. Ma mère n'est plus jamais... Elle avait une peur du Zaïre. Elle n'est plus jamais... Elle a dit, j'ai vu des choses atroces dans ce pays-là.
Les gens, nous, on était plus ou moins indépendants. Il y avait tout chez nous, les gens s'habillaient, les gens... Mais chez eux, c'est le seul qu'on a vu les choses abominables, c'était au Zaïre, à Kinshasa. Il y avait des gens en 58 qu'on traînait une langue, la queue, avec, ils avaient la corde au cou. On les emmenait je ne sais pas où, mais à cette époque au Congo, ça n'existait plus. Mais chez eux, ils continuaient à subir ce genre de choses du côté des Belges. Vous voyez? Donc, c'est un peu plus traumatisé. Donc, quand les autorités vont épouser ces femmes-là, ils laissent nos femmes congolaises sans argent, sans avenir, ben ces femmes-là sont perdues. Elles commencent à se dépigmenter la peau, elles veulent imiter les Ayowases, elles veulent... Et ça donne quoi? Ça donne des Congolaises qui commencent à vivre, qui se mettent nues dans les veillées. Ce que moi, je n'ai jamais vu au Congo-Brazzaville depuis que j'ai quitté le Havre. De ma naissance, parce que je quitte le Congo-Brazzaville, je n'avais jamais vu une veillée où les femmes se mettaient nues. C'est quand je commence à quitter qu'il y avait le phénomène NIMBY au football. Bon, ça c'était une minorité. Mais la philosophie, non, je peux appeler ça la philosophie. Cette sous-culture NIMBY a essayé, avec l'école qu'on a tuée, avec tout ce qu'on a détruit au Congo-Brazzaville, c'est là on commence à voir aujourd'hui les femmes que je vois là qui font la sapologie, qui montent leurs sous-vêtements, qui s'insultent matin, midi. Ça, c'est une mentalité qui est venue qu'après. Parce qu'on a perdu beaucoup de valeurs. Maintenant, vu qu'on a perdu toutes ces valeurs-là, si le gouvernement ne nous protège pas pour équilibrer les choses et qu'il nous laisse encore venir ces prêcheurs, ces prophètes Zaïwa, ces prêcheurs Zaïwa chez nous, mais le pays est mort. Ce pays-là est mort. Moi, j'ai toujours dit, là où je suis assis, ce pays-là ne m'attire pas. Je suis congolais. Bonsoir, Bwanga. Mais si tu me donnes un billet, ça ne m'a jamais attiré. Je dis ça tout le temps. Je ne peux pas quitter la France pour aller au Congo. J'aimerais bien aller au Congo, aller voir là où mon pays. Mais les gens qui habitent ne m'attirent plus. Parce que c'est rare de trouver un Congolais qui est épanoui, qui est intelligent, qui parle, où tu peux apprendre un truc. Tout ce qu'on croit chez les Congolais, c'est le mensonge, l'insulte. Tout, c'est rare. Je vais vous donner encore un seul exemple qui m'est arrivé, moi, hier. Je partais à Paris parce que je devais accompagner quelqu'un. J'ai fait du covoiturage. Ça, je vous jure, ça de ma vie. Si je mens, que tout le malheur arrive à ma fille. Donc, je me suis dit, bon, je voulais pas aller à Paris, mais il fallait que j'aille. Parce que c'était urgent. Il fallait que je le fasse. C'était vraiment urgent. Je me suis dit, je ne vais pas conduire 150 ou 160 km tout seul. J'ai mis comme ça la lance à la volée. Et j'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé deux personnes, mais pas au même endroit. Donc, j'ai pris quelqu'un à la gare de Douai, dans le nord de la France, à Douai. J'ai pris une personne. Je suis arrivé, j'ai trouvé un étudiant. Un jeune de 21 ans, 22 ans. Et je devais prendre une personne à la sortie. Si vous prenez souvent la A1, à la sortie 9, donc proche de Paris, il y a une personne qui voulait aller à Paris qui m'a contacté pour dire est-ce que je pouvais le prendre au péage. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, je passe par là. Alors le petit que j'ai pris à la gare de Douai, il monte, on monte, j'ai dit bonjour, je le dépose à la porte de la chapelle, il m'a dit ok, c'est bon pour moi. Et j'ai dit moi tu viens d'où toi? Il m'a dit je suis congolais. J'ai dit, tu es Zaïrois? Il m'a dit, non, Congolais de Brazzaville. J'ai dit, ah ouais, et qu'est-ce que tu fous ici? Il m'a dit qu'il était étudiant. J'ai dit, ah ouais, tu viens d'où de Congo? De quel coin du Congo Brazzaville? Il m'a dit, je suis né à Prête-Noire, j'ai grandi à Poto-Poto, et là j'habite à Bakongo avec mes parents, ça fait 3 ans que je suis en France. J'ai dit, ah ouais, et tu fais quoi en France? Il dit, je suis étudiant, et voilà, j'étais en 2e année, mais bon, ça fait 3 ans que je suis en France, mais là je me suis inscrit à Paris. Vu que j'ai redoublé, je n'ai pas pu avoir des bonnes notes et puis la filière que j'avais choisie n'a pas marché. Donc j'ai changé une filière. Maintenant, je vais déménager d'ici pour aller m'installer à Paris. Donc il partait à Paris pour voir l'appartement où il devait habiter. Et il s'est déjà inscrit à Paris. Et là, il partait visiter l'appartement qu'il a trouvé sur Internet si ça lui convenait pour qu'il habite là-bas et faire ses cours à Paris, reprendre la première année. Donc il me dit, ouais, j'ai perdu 2 ans pour rien. Non, mais là, ce que je veux faire, j'aime ça vraiment.
J'ai dit, ok. Et pourquoi ça n'a pas marché? Il me dit, ben, je suis arrivé, je crois que je ne me suis pas bien, j'ai du mal à m'intégrer. J'ai dit, pourquoi tu veux t'intégrer? C'est quoi l'intégration pour toi? Il dit, oui, mais à la fac, par exemple, je ne me suis pas fait d'amis. J'ai dit, oui, pourquoi tu t'es pas fait les amis? Il m'a dit, on fait des ateliers, on nous met dans les groupes, quand on bosse à l'école, les étudiants et tout, qu'ils soient blancs, surtout comme il y avait que des blancs, il n'y avait pas beaucoup de noirs là où il était. Au départ, il était dans les trucs à l'université avec des blancs, donc on les mettait dans, s'il y avait un travail collectif à faire, ils se mettaient avec des blancs, ils disaient on travaillait avec des blancs, et à la fin, quand le travail finissait, moi, quand je prenais contact avec eux pour faire quelque chose, ils ne venaient pas. Donc, je ne me suis pas fait d'amis blancs. À la fin, je me suis replié sur moi-même. Je me suis fait quelques amis noirs. Et voilà, c'est comme ça. Mais j'ai du mal. Je n'arrive pas à trouver. J'ai dit, tu habites dans un pays où les gens ne se font pas d'amis. Tu n'es pas là pour te faire des amis. Tu es venu pour les études. Si on t'a mis dans des ateliers, tu fais des ateliers. Une fois que tu finis des ateliers, tu rentres chez toi. Tu vas bosser. Tu n'es pas là pour te... Pourquoi tu as besoin d'amis pour avancer? Il dit, oui, mais bon... Je dis, non, tu n'as pas besoin d'amis pour avancer. Tu es là pour les études. Tu fais comme eux. Je lui ai... Au fait, j'ai compris un jeune qui habite en France, qui vient du Congo-Brazzaville, mon pays, qui a du mal à s'adapter parce qu'il pense que pour lui s'adapter, il faut qu'il soit d'abord soutenu par des gens, pour qu'il donne son potentiel à lui. Je lui ai dit... Je lui ai expliqué que le monde est individualiste. Les Blancs sont capitalistes à la base. Ils sont conservateurs et capitalistes à la base. Donc, ça va de l'individuel. Ils sont individuels à la base. Si au Congo, tu mets entouré des gens pour écouter les paroles, pour danser la nuit, pour discuter du football et puis parler de qui est plus riche au Congo, et votre sujet bête, ici tu es en France. En France, les gens n'ont pas le temps de jouer. Les gens ont des patients. Si tu voulais te faire des amis blancs, il fallait que tu aies des patients. Tu devais aller à la salle de sport. Tu devais aller, si tu es le théâtre, tu t'inscris au théâtre. Au fur et à mesure, tu te feras des amis. Tu ne peux qu'avoir des amis blancs si tu as des patients. Parce que le blanc, il ne s'assoit pas pour causer avec toi toute la journée. Lui, il réfléchit comment s'en sortir. Ouais, donc ce jeune-là a perdu 2 ans en France de ses études. Parce que lui, dans son pays où il vient, le Congo-Brazzaville de maintenant, il a besoin des gens pour avancer. Il a besoin qu'on le soutienne, qu'on le tire. Il n'a pas compris que dans la vie, ce n'est pas possible. On vit pour soi, on ne vit pas pour les gens. Tu n'as pas besoin des gens pour avancer. Si les règles sont déjà données, tu t'en vas. C'est ce que tout le monde fait. Mais lui, comme il vient dans un pays, vous voyez comment cette culture du Congo-Brazzaville a entendu handicaper les jeunes pour s'adapter. Alors, on arrive à la sortie 9. Celle qu'on prend là, c'est une blanche qui avait 26 ans. Donc, elle monte de la voiture. Je lui ai expliqué comment ça fonctionnait. Donc, je lui ai dit, écoute, je regarde la blanche. Je dis à la blanche, bonjour. Quel âge? Il m'a dit, j'ai 26 ans. Je lui ai dit, tu vas où là? Il dit, je vais à un festival à Saint-Cloud de musique avec ma soeur. Donc, ma soeur est déjà là-bas. Je rejoins ma soeur, on a un festival à Saint-Cloud de musique. Je dis, ah ok. Et je dis, tu as combien d'amis toi? Tu as des amis? Il m'a dit, oui. Et tu en as combien? Je dis, tu es française? Oui, je suis française de Sochi. Je dis, ok. Tu as combien d'amis? Il m'a dit, je n'ai 3. Vous voyez? Il dit, non, on se voit vite fait, mais bon, non, chacun a ses trucs, on travaille, chacun fait ce qu'il a à faire. Je dis, ok, pourquoi tu n'as pas beaucoup d'amis? Il dit, pourquoi je vais avoir beaucoup d'amis? Beaucoup d'amis, c'est des problèmes. Je ne peux pas. Je dis, tu as vu la culture des Français? Et ils n'ont pas besoin de beaucoup d'amis, eux. Elle a répété du tic au tac devant le petit Congolais. Ils ont à peu près, lui, il a 22 ans, et la dame derrière avait 26 ans. Donc, c'est la même génération. Il lui a répondu du tic au tac. Il nous a répondu du tic au tac qu'elle n'avait pas besoin d'amis. Parce que beaucoup d'amis, c'est des problèmes. Mais les 3 le suffisaient. Mais les 3, elle ne le voyait même pas de temps en temps. C'est une façon, je l'ai dit, tu vois, c'est comme ça. T'as vu? Tu as perdu 3 ans de tes études, 2 ans de tes études parce que tu penses que on doit t'aimer ou on doit t'intégrer dans la société congolaise. Non, l'intégration, c'est toi qui s'intègre toi-même. Et quand on s'intègre, on va avec des activités. Tu n'auras jamais des amis blancs à vous asseoir matin, midi et soir,
à parler du football, à parler de Maradona est plus riche que Pelé. Non, et ils ne sont pas comme ça. Et si tu veux avoir des amis blancs, il faut avoir le même centre d'intérêt. Ils ne vont pas passer leur temps, comme toi, à marcher. Si tu veux faire la moto, et on arrive au péage, on voit 3 blancs. Si tu vois les 3 blancs là-bas, regarde qu'est-ce qu'ils ont de commun. Ils avaient des pinks et des t-shirts noirs et des kilts. Tu vois? Voilà pourquoi ils sont des amis. Parce ils doivent appartenir à même club, à même truc, ils ont les mêmes délires, et voilà pourquoi ils rigolent. Mais une fois qu'ils rentrent chez eux, chacun va d'abord faire ce qu'il a à faire, et voilà. Donc il se retrouvera juste que pour ces plaisirs qu'ils ont, pour ces loisirs, parce qu'ils n'ont pas le temps. Eux, ils pensent à leur avenir, ils pensent à leur vie, ils pensent à bâtir des choses. Oui. Donc nous avons un jeune Congolais qui est arrivé en France il y a 3 ans, qui a redoublé ses classes, et pour renouveler sûrement ses papiers, il s'est inscrit à Paris. Donc il va quitter le Nord. Il a dit même que le Nord c'était calme. J'ai dit voilà, tu étais dans un environnement calme, mais là tu vas aller à Paris dans un environnement bouillant. Là où tu vas trouver beaucoup plus de gens. Et si tu es influençable, si tu as besoin de la compagnie, tu peux tomber dans les mauvaises compagnies congolaises et tu vas perdre tes études. Tu perdras ta bourse, tu perdras tout ce que tu as perdu et tu vas rentrer dans un système de clandestinité et les problèmes vont commencer. Et pourtant, tes parents comptent sur toi vu qu'ils t'ont payé des études pour venir en France. Je l'ai dit, je l'ai répété 1000 fois. Tu n'as pas besoin des gens pour évoluer dans ce pays-là. Tu as besoin de ta carte bancaire et de toi-même. C'est comme ça que tu vas évoluer. Et dans la vie, c'est comme ça qu'on évolue. Tu donnes d'abord ce que tu as, ton potentiel à toi. Et après, quand ça rame un peu, tu cherches des alliés. Ce n'est pas compter sur les gens dès le départ sans connaître ton potentiel. J'ai dit, ta solitude doit t'apprendre 2 choses. Te connaître toi-même et te faire avancer. Voilà ce que nous sommes devenus. Des Congolais, pourtant moi qui suis Congolais, quand je suis allé en Côte d'Ivoire, c'est pire que la France. Là, je me suis intégré tout seul. J'étais jeune, j'avais à peu près son âge quand je suis allé en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas eu besoin des Congolais m'entourent. Tous les Congolais qui ont été en Côte d'Ivoire sont ici avec moi en France. Ils vous diront, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'est un ami qui était là-bas, qui était avec moi à l'école de Kadi qui m'a reçu. Le même soir qu'il m'a reçu, il m'a dit, je vais t'inscrire demain à la fac. Tu auras une chambre, on va trouver une chambre au campus. Tu vas habiter au campus et tu vas faire ta vie. Et c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est les Congolais d'avant. Nous qui avons une culture, qui avons une base, on partait déjà quand on partait en Côte d'Ivoire, on connaissait déjà à peu près où se trouve la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils mangent, et quelle religion il y a là-bas, qui était quel joueur de football, qui était président. On avait toute cette culture-là. Donc, quand on arrivait dans un pays, on n'était pas déboussolé. Là, nous avons un jeune qui est en plein 21e siècle, qui a eu le bac au Congo, qui est venu faire des études en France, mais qui pense qu'il devait avoir des amis pour l'aider à vivre sa vie en France. Et pourtant, à son jeune âge, il aurait dû s'inscrire au sport, il aurait dû faire des choses, il aurait dû découvrir la France, il aurait dû mettre son sac au dos pour aller visiter, pour aller à la plage, tout seul. Il devait se créer un univers, mais il est incapable de créer son univers. Je ne vais pas souhaiter du malheur à ce jeune-là. Mais j'ai comme l'impression, comme il m'a dit qu'il a juste une tante ici, en France, si ce jeune-là, tous les conseils que je lui ai donnés, s'il n'applique pas ces conseils-là, ben, je pense qu'il aura du mal à s'intégrer en France. Voilà ce que le gouvernement congolais produit aujourd'hui. Des Congolais qui doutent de leur capacité d'avancer. Des Congolais qui doutent chaque fois qu'ils veulent avancer. Des Congolais à qui on a inculqué Dieu, que Dieu a dit, qui écoutent des prophètes. Voilà pourquoi, avant de faire une chose, ils vont écouter un prophète. Et un prophète qui vient d'où? Qui leur donne rien. Donc, moi, je peux aller au Congo-Brazzaville. Moi, je lis la Bible. J'en ai lu la Bible. Je connais beaucoup de Bibles. Je connais mieux la Bible que beaucoup de vos prophètes, là. Parce que je l'ai lu quand j'avais 5 ans. Jusqu'à 15 ans, j'ai fait que lire la Bible. Quand je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai fait des trucs de la Bible. J'ai lu la Bible aussi. Là, on m'a enseigné maintenant la Bible avec des versets. J'en ai pris aussi. Je me suis fait beaucoup d'amis dans ce créneau de la religion. Moi, ça me faisait plaisir parce que c'était juste. Mais je n'y croyais pas. Mais ça me faisait plaisir d'apprendre les psaumes, de les reciter, d'épater les gens. Pour moi, c'était une façon d'épater les étudiants à la fac en Côte d'Ivoire. Mais c'était pas, j'avais aucune conviction que Dieu va me sauver parce qu'après, je faisais n'importe quoi. Je sortais, je dansais, je faisais ce que j'avais à faire. Mais,
si je repars au Congo aujourd'hui, avec tout ce que je sais de la Bible, si je mets un peu d'argent à l'école, j'ai un peu d'argent, j'ai bâti une église à Congo Makelekele là-bas, ou n'importe où au Congo Brazzaville, avec le peu d'argent que j'ai, j'emmène là-bas, j'ai construit mon église, je commence à faire des dons aux gens, ils vont venir à mon église, je leur fais à manger d'abord pour les appâter, et je leur bombarde la parole de Dieu. C'est sûr que je me ferai beaucoup de fidèles là-bas, je vais bien m'amuser dans ce pays-là. C'est ce que votre prophète William vous a fait. Il est venu de France avec une femme blanche. Après, il est arrivé au Congo, il vous a prêché la bonne... Il a épousé toutes les femmes de l'église. Il s'est fait de l'argent. Il a prophétisé pour le PCT. On lui a encore donné de l'argent. Il a fait des lox. Et c'est passé. Il est en train de vieillir aujourd'hui, mais il a bien vécu le con. Il a bien vécu en se faisant passer pour ce qui n'était pas. Il s'est dit, moi, le filon religieux va m'apporter. Et voilà ce que William a gagné. Il a gagné de l'argent. Il a gagné des jeunes filles. Il a gagné un terrain qu'il a construit son église. Il a floué du monde. Et c'est comme ça. Moi, je rentre au Congo, je peux flouer du monde. Bien que je fais des directs, ils me connaissent. Ils vont me reconnaître peut-être. Mais quand je leur parle de Dieu, ils viennent remplir mon église. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de conscience, qui n'ont pas beaucoup de culture. C'est des gens vides. Mais comme on est vide partout, dans le bas peuple, ils sont vides. En politique, on est vide. Voilà pourquoi on signe des contrats bêtement. Voilà pourquoi le Congo ne marche pas. Voilà, si vous regardez les contrats, moi je suis sûr et certain, si nous regardons les contrats du pétrole congolais, on va attraper la tête. C'est de l'hypothèque. Si nous regardons les contrats du bois congolais, c'est de l'hypothèque. Vous allez attraper la tête. Comment qui a signé ça? Comment on peut signer des contrats pareils? Parce que les gens ne sont pas intelligents, ils ne savent même pas négocier les matières premières, ils ne savent même pas vendre les matières premières de leur pays. Parce qu'ils sont toujours impressionnés. Voilà pourquoi les FMI, tous ces organismes-là viennent au Congo. Ils se font beaucoup d'argent sur notre dos. Parce qu'en bas, ils sont bêtes, en haut, ils sont bêtes. Parce que les gens viennent, on met à la tête de nos États des gens qui n'ont même pas confiance en eux. Nous avons un ministre des hydrocarbures, je ne sais pas, Bruno Itoa, il est de CIFMC. Il dit lui-même que lui, avant de sortir de son maison, le Saint-Esprit lui parle. Avant qu'il porte une chemise, il faut que le Saint-Esprit lui dise, porte la chemise rouge. Avant de recevoir quelqu'un dans son bureau, mais dans quel monde nous sommes? Dans quel monde sommes-nous, un ministre? Et cet homme-là, il va signer des contrats au Congo parce qu'il a un bon poste. Un ministère de l'économie quand même. Il est quoi, Bruno Itoa, ministre du pétrole, je crois. Il a un bon poste ministériel. Mais cet homme-là, il est obnubilé par Dieu. Comment vous allez me dire que cet homme-là peut faire signer des contrats qui peuvent être bénéfiques au peuple congolais? Non. Parce que moi, je pense que si tu crois en Dieu, mais dans ta vie, tu ne vas pas emmener Dieu partout. Dieu, si Dieu t'a mis un cerveau, c'est pour que tu puisses avoir des analyses toi-même, que tu puisses analyser toi-même, parce que Dieu te donne le libre arbitre. Si je réfléchis comme les croyants. Mais si vous êtes incapable de discerner, si vous mettez tout sur la tête de Dieu, sur la Bible, on ne va pas s'en sortir. Le Congo, oui, c'est vrai que le Congo n'a pas de chance. Moi, je vois très mal. Moi, je ne suis pas riche, mais je n'ai pas peur de la vie. Je n'ai pas besoin quand je règle mes problèmes, je n'ai jamais mis Dieu dedans. Je mets mon courage, ma tête dedans, je m'assois, je réfléchis à ma vie, comment m'en sortir. Quand je veux trouver des solutions dans ma vie, ben je le trouve avec ma tête. Je réfléchis. Bon, ça, je vais faire ça, je vais essayer là, je vais essayer là, je vais essayer là, et tout. Je donne ce que j'ai physiquement et mentalement. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui, si je suis en couple avec une femme et que ma femme me quitte, je vais me prier pour qu'elle revienne. C'est n'importe quoi. Je vais d'abord savoir pourquoi elle m'a quitté, pourquoi ça ne marche pas avec cette fille. Et commencer à résoudre, discuter avec elle, trouver des solutions. C'est comme ça qu'on évolue. Mais je ne peux pas avoir un problème avec un ami. En tout cas, mon ami, on a des points avec un ami, je l'aime bien, il faut que je commence à prier. Et puis je vais lire les psaumes matin, midi et soir, me mettre le sel dans tout le corps, en disant que bon, ça va changer. Et que Dieu va parler à ma place, Dieu va régler ce problème. Non, je ne pense pas que c'est comme ça que la vie évolue. Donc aujourd'hui,
nous devons éviter, le gouvernement congolais doit éviter, excusez-moi, nous devons éviter aujourd'hui, nous devons, en tout cas, s'il y a des Congolais encore qui aiment ce pays-là, allez brûler ces églises-là. Je vous dis que vous ne deviendrez pas fous. Allez brûler ces églises-là. Allez les brûler. Faites comme dans les pays arabes. Quand quelque chose les énerve, quand tu sens qu'il y a une idéologie bizarre là, qui rentre dans leur pays, ils viennent casser tout. Allez brûler ces églises-là. La nuit, mettez le feu à ces églises de réveil-là. Parce que ces églises-là, ça va vous endormir. Ça va vous emmener que des problèmes. Vous avez déjà des problèmes, mais ça vous emmènera encore plus de problèmes. Les églises-là ne vont jamais résoudre votre problème. Je ne pense pas que l'église, quand on vous donne un visa, ce n'est pas Dieu qui vous donne un visa. Vous avez rempli sûrement un bon dossier. Vous avez rempli tout ce qu'on vous a dit et vous déposez à l'ambassade, on fait un visa. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Quand vous voulez traverser par la mer, il n'y a pas besoin de Dieu. C'est en courage et vérifier si le bateau qui te fait traverser est en bon état. C'est ça qui va te sauver en premier, pas Dieu. Il y a des choses que vous devez faire dans votre vie. Mettez d'abord votre intelligence avant de mettre Dieu dedans. Vous allez gagner du temps. Croyez-moi, ce que je vous dis, c'est sincère. Vous allez gagner plus de temps en croyant en vous-même qu'en mettant d'abord Dieu devant avant de croire en vous. Parce que vous allez faire le contraire. Parce que même la Bible te dit, tu gagneras le pain à la sueur de ton enfant. Donc, c'est d'abord toi qui donnes et Dieu va voir après ce qu'il va ajouter dessus. Et c'est malheureux de voir un jeune Congolais comme ça, bien portant, qui est en train de perdre ses études parce qu'il pense que le modèle, dans son modèle périmé du Congo où on est assis, là on parle, et puis on donne l'argent à un professeur qui vous donne des points, et il pense que c'est un modèle universel. J'ai regardé aujourd'hui un documentaire, il me reste 5 minutes, j'ai regardé un documentaire aujourd'hui sur l'Inde, sur la une, 7 à 8, l'émission 7 à 8, ils ont parlé des internats indiens, où ils mettent des enfants à qui ils apprennent c'est comme l'école des cadets, on va dire. C'est des écoles de formation, c'est des internats des enfants intellectuels. Les parents payent 10 000 € par mois. En Inde, hein? Non, ils payent 10 000 € par an. 10 000 € pour que ces enfants soient internés, soient nourris, éduqués, et voilà. Ils apprennent tout dans ces internats-là. C'est pas ça, 7 à 8. Vous regardez, si vous avez un replay chez vous, mettez ça, vous allez regarder. Mais dans leur enseignement dans ces écoles-là, j'ai pas vu l'hindouisme là-dedans. J'ai pas vu à ces enfants-là, on leur a parlé l'hindouisme. Ils sont indiens, ils sont hindous, mais dans leurs études-là, j'ai vu j'ai vu de l'informatique, j'ai vu des écoles. Il y a même des jeunes, après le bac, ils devaient venir à Sciences Po en France, d'autres devaient aller en Amérique pour aller faire management. Vous voyez, j'ai pas vu des gens parler de Dieu là-bas. Et pourtant, ils sont quoi? Ils sont hindous. Ils croient en plusieurs dieux, Shiva, machin. Mais dans leurs internats-là, on forme des cadres. Ils ont bien dit que ces internats, c'est pour former des cadres de l'Inde de demain. Et il y a un truc qui m'a tiqué. On a posé la question à un jeune indien qui faisait son bac. Je crois qu'il faisait son bac. On lui a dit, si tu vas aux États-Unis et que tu tombes amoureuse d'une femme blanche, est-ce que tu sauras, comment tu prendras ça? Il a dit, ça peut arriver. Mais mes parents peuvent accepter que, difficilement, mais mes grands-parents vont dire non. Mes grands-parents voudront que j'épouse une indienne. Vous comprenez? Il dit, il hésite avec ses parents, c'est pas possible. Là, il va aux États-Unis. Pour aller faire cette étude, on dit, est-ce que si tu épousais une femme blanche là-bas, tu tombes amoureux d'une femme blanche, il dit, lui-même, il ne croit pas qu'il peut tomber amoureux d'une femme blanche. Vous voyez comment les autres élèvent leurs enfants? Et on a posé la question à la grand-mère. Elle est gênée parce que c'est une chaîne étrangère qui lui pose la question. Est-ce que si ta fille, ton fils, ton petit-fils t'en ramène une femme blanche, qu'est-ce qu'il dit? Elle le rigole et puis dit, voyez ça avec ses parents. C'est une façon de dire, je n'accepterai pas. Voilà les gens qui sont fiers de leur pays. C'est des pays comme ça, moi je vais aller, où n'importe qui peut aller là-bas, tu ne peux pas leur imposer ta culture là-bas facilement. C'est pas possible. Parce que là-bas, ils forment des élites. Ils sont conscients de leur pays, ils sont fiers de leur pays, ils sont fiers d'être indiens. Ils ont le progrès dans leur sang, ils ont beaucoup de choses. Mais chez nous, au Congo-Brazzaville,
et au Zaïre à côté, ben je ne sais pas comment on va finir, non? Tellement que l'idiotie devient la mode. Les gens sont fiers d'être immatures. C'est la première fois que je vois ça dans ma vie. Des gens qui sont fiers d'être idiots. C'est-à-dire, tu le vois, il est idiot, mais il est fier. Je n'ai jamais vu des gens qui ne veulent pas faire des progrès. On ne dit pas de faire des progrès, c'est d'aller trouver un travail dans un non. Des progrès culturels, il faut les faire. Il faut lire. On est en France, il y a beaucoup de bibliothèques. Dépenser un peu d'argent. Il faut lire. Il faut apprendre. Il faut que nous puissions regarder comment les Blancs fonctionnent dans leur société. Le respect qu'ils ont pour les lois. La façon qu'ils ont quand on va à la poste pour envoyer le courrier. L'amour qu'ils ont pour leur travail. La propriété qu'il y a ici. Moi, quand je marche, je vous dis la vérité, au Congo, quand je marchais, je pissais dans la rue. En France, je ne l'ai jamais fait. Même quand je suis à Paris, quand je mange un sandwich, je prends le papier qui reste pour m'essuyer la bouche, je vais mettre à la poubelle. Mais je pense qu'au Congo, si j'étais au Congo, je ne l'aurais peut-être pas fait. Mais ici, on est en France, vu que c'est propre, ça m'interpelle mentalement parce que je suis quelqu'un d'éduqué. Mais bizarrement, chez nous, tous les Congolais, aujourd'hui 80% des Congolais, veulent être immatures. N'importe quel âge. On voit des vidéos des vieux qui ont 60 ans, 65 ans, 70 ans, qui dansent à leur anniversaire, qui est en brouette. Il est content. Au lieu d'être un modèle, au lieu d'enseigner, au lieu de donner son expérience aux jeunes, non, il est immature. Mais comment? Nous n'aurons que des généraux. Si nous continuons comme ça, nous aurons que des généraux. Moi, je ne sais pas pourquoi nous ne levons pas contre ce régime. Moi, je ne sais pas ce qui empêche le peuple congolais de trouver des solutions aujourd'hui. C'est un régime qui ne tient pas. Ce régime-là ne tient pas. Ce régime à terre. Dans toutes les sociétés du monde, tu prends ce régime-là, tu le mets quelque part, ils vont les chasser. Tu prends les Burkinabés, tu les mets au Congo, ils vont te chasser ce régime-là le même jour. Je ne sais pas pourquoi vous acceptez d'être pour vous des... Comment vous pouvez prendre du plaisir à être des idiots? Comment vous pouvez prendre du plaisir à être des pauvres types? La Bible, vous lisez la Bible, tous les gens qui sont dans la Bible sont riches. Job, Dieu lui a donné, je cite la Bible, hein. Dieu lui a enlevé toute la richesse. Il a mis de la boue, il a mis la maladie, il a tué sa femme, ses enfants. Il a rendu la richesse après. Il a rendu tout ce qu'il avait pris. Il a donné une belle femme, des enfants encore mieux que les enfants d'avant. Salomon, il était sage et plus riche de la terre. David était riche. Moïse était riche. Moïse n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Josué avait des moyens. Tout le monde de la Bible avait des moyens. Il traversait des moments durs, mais après c'était l'abondance. Mais vous allez mourir pauvre. Où est votre abondance? Parce que Dieu ne peut pas accepter que ses enfants meurent pauvres. J'en connais pas, moi, des gens qui sont dans la Bible, qui sont morts pauvres. Dieu les a grandis tous. Donc, ça montre, soit c'est vous qui appliquez mal la parole de Dieu, c'est vous qui ne comprenez pas la parole de Dieu parce que vous acceptez la pauvreté. En croyant qu'en étant pauvre, vous allez aller au ciel, que vous serez riche au ciel. Vous prenez la parabole de Lazare, qui était pauvre, qui mangeait à la table du riche, et à la mort, il va retrouver Jésus. Et voilà, ça c'est une métaphore. C'est une métaphore. Il faut vraiment comprendre cette métaphore-là. C'est une façon seulement de dire aux gens, quand tu es riche, ça ne sert pas d'humilier les gens. Ça veut seulement dire ça, que voilà, en humiliant quelqu'un qui est malheureux, peut-être que demain, peut-être que de l'autre côté, c'est lui qui sera. Ça, c'est des métaphores bibliques. Il ne faut pas toujours prendre tout à la lettre. Les Blancs sont tellement intelligents que pendant l'esclavage, ils faisaient lire aux Noirs les parties bibliques qui les arrangeaient. Et aujourd'hui, ces parties bibliques-là ont fait que les Noirs américains, qui sont, jusqu'à aujourd'hui, ils sont beaucoup plus gospel. Parce que tout le temps qu'ils étaient dans les champs de coton et le café, et de tout ce qu'ils faisaient aux États-Unis comme esclaves, on leur a donné le mauvais côté de la Bible. C'est-à-dire la Bible qui dit que tu dois être pauvre, demain tu dois aller au support sur terre, le paradis t'attend.
Dieu va te sauver au 7e jour, machin. C'était, mais les grandes parties de la Bible, où il y a le combat, où la révolte, où le courage du peuple juif, ça, ils ne le connaissaient pas, vu qu'ils ne savaient même pas lire. Les Noirs ne savaient pas lire dans les champs. C'était interdit à un Noir de lire. Parce qu'ils savaient que si les Noirs lisaient, ils ne devaient pas accepter d'être esclaves. S'ils savaient lire, ils auraient enlevé les chaînes depuis longtemps. Donc, ils ont bloqué la lecture chez les Noirs. Et voilà comment ils ont gardé pendant 400 ans en esclavage. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo. On nous enlève l'intelligence. Comment réfléchir? On nous inculque Dieu et des prophètes. Aujourd'hui, les prophètes d'Isaïe viennent au Congo, vous partez danser, on vous pose les mains, vous croyez que vous êtes bénis. Aujourd'hui, les mbi, comment on appelle, les kalambaï, les mbi et tout ça, ils doivent rigoler la nuit quand ils sont dans leur lit. Quand ils finissent par compter l'argent qu'ils gagnent, les mukuna ou je sais pas quoi, ils doivent être contents, les castanos là. Ils doivent être contents la nuit avec leurs femmes quand ils comptent les billets qui vous arnaquent, les millions qui se font sur vos dos, ils doivent être contents. Parce qu'en chaque homme, il y a un côté pervers. Chaque homme a un côté pervers. Chaque femme a un côté pervers. C'est ça c'est ce que vous faites vous. C'est que quand ils gagnent de l'argent, avec cet argent qu'ils vous volent au nom de Dieu, ils font des choses abominables avec. Je vous dis la vérité. Ils vous mettent des costumes, ils vous parlent de beau français. Dieu a dit Amen, Amen. C'est une escroquerie. Le soir, quand ils sont avec leurs femmes dans leur salon, pendant que toi tu manges le maïs cru, lui il mange du saumon avec ton argent. Parce qu'il t'a juste parlé de Dieu. Tu crois que moi tu me parles de Dieu pour me prendre mon argent? Toi, tout ce que tu gagnes en donnant ton énergie, ton argent, tout ce que tu gagnes, c'est quand tu racontes l'histoire de Jésus-Christ. Vous comprenez? Tout ce que tu attends, toi, quand tu racontes l'histoire de Jésus, que tu peux la lire toi-même dans la Bible. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui puisse t'interpréter l'histoire de Jésus. Du moment que tu sais lire, tu peux lire la Bible sans qu'on t'explique la Bible. Non? Du moment que tu sais lire, tu as l'habitude de lire des romans, tu as l'habitude de lire tout court. Si on te donne la Bible, tu ne le lis pas vite. Lis page par page tranquillement. Tu prends un stylo, une feuille pour les mots que tu ne comprends pas, tu notes à côté, tu vérifies. Tu vas la comprendre, la Bible. Pour finir, c'est ce que je dis toujours aux Congolais. Jésus-Christ, c'est écrit dans la Bible. Hein. Je ne sors pas de votre Bible. Moi, la Bible, je m'en fous. Je ne suis pas croyant, comme je vous ai dit. Dans la Bible, les disciples de Jésus paniquent à un moment donné. Et ils marchent avec Jésus. Mais à un moment donné, ils ont un doute. Vous voyez, eux, ils marchent avec Jésus. Parce que vous dites que Jésus, c'est Dieu. On s'en fout. Bon, j'accepte que ce soit Dieu pour vous. Mais ceux qui marchaient avec lui, c'est écrit de la Bible. Je ne sors pas de la Bible, je prends le contexte biblique complètement. Pour vous montrer que vous donnez tout à Dieu sans même comprendre. Ceux qui marchaient avec le Simon, Pierre, Thomas, machin, eux-mêmes, à un moment donné, ils ont un doute. Lui demande à leur Messie, qui est Jésus-Christ, Seigneur, est-ce que il faut attendre il faut attendre le Messie ou tu es le Messie? C'est-à-dire, ils ont ce doute à dire, est-ce que c'est vraiment toi le Messie ou il faut attendre un autre? Jésus les regarde. Ça, c'est la Bible, c'est pas moi qui dis. Il leur dit, il ne dit pas que je suis le Messie. Jésus, il dit, les aveugles voient, les malades sont guéris, les morts reviennent à la vie, et la bonne nouvelle est annoncée à toutes les nations de la terre. Il ne dit pas qu'il le fait. Donc, il répond aux paroles d'Ésaïe. Parce qu'Ésaïe leur dit, quand le Messie viendra, les morts viendront dans la vie, les malades seront guéris, les aveugles verront, les sourds entendront, et la bonne parole sera annoncée à toutes les nations de la terre. Jésus le répond comme ça. Pour que, comme eux, ils lisaient déjà la Bible, ils partaient déjà dans des églises, chez les pharisiens, ils écoutaient ce que le prophète Ésaïe avait dit. À ce moment-là, ils ont compris qu'ils avaient le Messie en face d'eux. Donc, Jésus leur répond intellectuellement. Ouais, même Jésus ne simplifie pas la tâche. Vous voyez?
Donc, c'est pour vous montrer, même Jésus ne leur simplifie pas. Donc, celui qui n'avait pas lu, celui qui ne partait pas au catéchisme à leur époque, n'avait pas compris la réponse de Jésus. Il n'y a que ceux qui étaient intelligents, qui lisaient la parole de Dieu avant, qui connaissaient la Torah, ou je ne sais pas si c'est la Bible ou le rouleau qu'on appelait ça à l'époque. La réponse de Jésus les interpelle. Maintenant, moi, je veux me situer à la dernière partie, où Jésus dit, la bonne parole est annoncée à toutes les nations de la terre. Pour moi, ça signifie que tu n'as plus besoin d'un pasteur pour comprendre la parole de Dieu. Parce qu'elle est annoncée à toutes les nations de la terre. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Ça signifie que tu n'as plus besoin d'aller dans une église qu'on t'explique ce que Dieu a fait. Vous voyez ce qui nous tue? Nous mourons faute de connaissances. Tu achètes ta Bible chez toi. Tu sais lire. Si tu ne sais pas lire, ton mari sait lire, bah lisez-la deux. Lui qui sait lire, il va t'expliquer. Si c'est en lari ou en anglais, il va t'expliquer pour vous trouver des solutions. Vu que la Bible dit les voies de l'Éternel sont impénétrables, sont insondables. Donc même le pasteur lui-même ne sait pas de quoi il parle. Vu que les voies de l'Éternel sont insondables. Donc toi et moi, on est incapables de savoir ce que Dieu pense réellement. Alors pourquoi Mamukuna, pourquoi Lessi, pourquoi un tel va plus comprendre cette parole de Dieu, vu que Dieu lui-même, ses paroles sont impénétrables. Vous ne voyez pas quand dans une confusion totale, c'est mieux de lire la Bible vous-même, de la comprendre, de l'appliquer chez vous, sans embêter les gens. Vous serez beaucoup plus intelligent en faisant ça, qu'en allant remplir les pasteurs Lessi, qu'en allant chercher le miracle. Parce que le miracle n'existe pas, ça ne vous apportera rien, ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver sur terre. Nous sommes des humains, soit on est bon, on est mauvais, ou on est filou, ou on est malhonnête, ou on est pervers. C'est ça l'être humain. Il faut juste l'étudier, le comprendre et se positionner à chaque fois que tu trouveras chaque profil d'un être humain en face de toi. Tu gagneras du temps. Je vous dis bien, vous gagnerez du temps. Moi, je suis nationaliste. Écolo, le reste, je m'en fous. Je suis venu. Aujourd'hui, j'ai toujours dit aux Congolais, pour finir, j'ai bien vécu. En tant que Congolais, ce n'était pas gagné, hein. Moi, ma vie, ce n'était pas gagné. Moi, je ne suis pas né des parents riches. Ma mère ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Toute sa vie, elle a tout battu de ses mains. Elle a cru en Dieu. Toute sa vie, elle s'est débrouillée comme un bon diable pour nous donner l'éducation. Donc, je ne viens pas du Congo. Dans ma famille, on n'a tué personne. J'ai des parents qui n'ont jamais tué quelqu'un, qui n'ont jamais volé quelqu'un, qui n'ont jamais fait quoi que ce soit. Moi, je viens de là. Mais en tant que Congolais, quand je regarde, là où je viens, ce n'était pas donné. Sincèrement, ce n'était pas donné. Donc, ce que j'ai vécu, ce que je me suis improvisé, ce que je me suis imposé moi-même pour arriver là où je suis aujourd'hui. Si je meurs aujourd'hui, je meurs heureux. Parce que quand je vois le gâchis de tous ces jeunes Congolais qui sont en train de souffrir, toutes ces femmes congolaises qui sont en train de souffrir au Congo-Brazzaville, ben moi, j'ai tiré la bonne carte. Mais la bonne carte que j'ai tirée, je l'ai tirée en fonction de mon cerveau. Je me suis toujours placé du bon côté. J'ai toujours analysé la situation où j'avance et ce que je voulais réellement. Ça me permet de ne pas faire des compromis bêtes. Je n'ai jamais fait des compromis avec quelqu'un. Personne ne viendra vous dire que lui et moi, on a fait une affaire et j'ai vendu mon âme. Jamais de la vie. Je vous jure devant Dieu, devant votre Dieu, devant tout ce que vous voulez. Je n'ai jamais fait des compromis dans la vie. Vous allez demander à Donald, qui a traîné avec moi en tant que combattant, il vous dira que je suis quelqu'un de très sévère dans certains points. Quand je n'aime pas, quand je sens que tu es fou, je te dégage. Que tu aies l'argent ou pas, vous demandez aux gens de ma promotion, ils vous diront, j'étais à l'école des cadets, demandez aux gens de ma promotion, ils vous diront que moi, j'aime la liberté. Je n'ai jamais été soumis par qui que ce soit. Jamais de la vie, j'ai été soumis. Je respecte les gens, mais jamais j'ai été le petit de quelqu'un. On m'a jamais dit, petit, viens, va acheter l'eau là-bas. J'ai jamais été ébloui par des idiots. J'ai toujours aimé les gens intelligents. J'ai toujours marché avec les gens qui m'apportent quelque chose intellectuellement. Intellectuellement, je ne dis pas financièrement, parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, je ne mets pas ça dans les rapports humains. L'argent, c'est un côté que je mets de côté, parce que je n'ai jamais apporté beaucoup d'importance à l'argent. Quand j'en ai, j'en donne à ceux qui n'en ont pas. Quand j'en ai pas, bon, je te dis, bon, je me bats pour les trouver, c'est tout. Mais j'en fais pas une obsession, il faut que j'ai de l'argent pour faire quoi que ce soit. Non, non, non. J'ai pas ces problèmes-là. Donc, je dis ceci. Aujourd'hui, si je meurs, même si aujourd'hui je meurs, je suis content. Je souhaite même de mourir dans les années à venir. Même demain que je meurs, je suis content. Parce que beaucoup de Congolais, c'est-à-dire 80% de Congolais n'auront jamais ma vie. Et pourtant, ma vie n'est pas extraordinaire.
Et pourtant, j'ai pas eu une vie, mais j'ai une vie. Je me suis démerdé comme un diable pour avoir la liberté. Je fais tout pour être libre. Pour dire la vérité. J'ai des amis blancs, ils connaissent mon point de vue. Je n'ai jamais été soumis à qui que ce soit. Qu'il soit blanc, arabe, chinois, personne ne te dira que lui, c'était mon larbin ou c'était mon père. Jamais de la vie. Donc cette liberté-là, quand je vois les Congolais d'aujourd'hui, qui sont incapables d'être libres, qui ont besoin des gens pour avancer, qui doutent à chaque fois qu'ils avancent, qui veulent mettre Dieu dans toutes les sauces dans leur vie, qui sont complexés des pauvres, c'est-à-dire des gens qui sont minables, qui sont complexés des gens qui les volent. Moi, je ne me retrouve pas. C'est pour ça, aujourd'hui, je ne peux pas aller au Congo. C'est pas parce que le pays, la terre est bonne au Congo, les arbres, la végétation est bonne, la géographie est bonne. Mais les êtres qui habitent là-bas, si je vais au Congo demain, c'est tous des esclaves mentaux. Quand je vais arriver au Congo, ils vont tous se soumettre. Sans même me connaître, ils vont me cirer les pompes. C'est abominable d'avoir des gens comme ça, sans connaître des gens en face d'eux, ils se soumettent directement, sans chercher à connaître des gens. Voilà ce jeune Congolais que j'ai croisé hier, qui pensait qu'il devait se faire des amis blancs pour avancer, pendant qu'il est venu en France pour des études. Donc, il rate 2 ans de sa vie parce qu'il ne croit pas en lui. Il aurait bien voulu avoir des amis blancs. Ils ne m'ont pas accepté. Et j'ai dit, t'en fais quoi pour qu'ils ne t'acceptent pas? Oui, mais quand on finit le devoir, quand on fait le devoir en groupe, et ils rentrent chez eux, après j'ai plus de nouvelles. J'ai dit, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez fait un devoir ensemble. Vous avez fait le devoir, il a été correct. Le pauvre l'a corrigé. Pourquoi tu veux qu'il soit ton ami? Pour qu'il soit ton ami, il faut que tu donnes des garanties que tu es quelqu'un de bien. Et ils n'acceptent pas n'importe qui dans leur vie. Moi, j'ai des amis blancs à qui je parle, toi on rigole à la gauche, je ne connais pas, je ne suis jamais allé chez eux. Ils ne viennent pas chez moi. Mais on se parle de tout et de rien, on rigole. Mais je ne vais jamais chez eux. Mais si j'envoie un message tout de suite, il va répondre. Ah oui, bon, ok, demain on verra. Demain, bon, on se croise à tel endroit et on fait ce qu'on a à faire et puis chacun rentre chez soi. Pourquoi tu veux qu'on t'aime? Ils ne te connaissent même pas, t'es noir. Pourquoi tu veux que les gens t'aiment? Tu es là pour les études. Tu fonces, tu fais ce que tu as à faire, tu fais le devoir et vous avez une bonne note, l'autre rentre et toi tu rentres chez toi. C'est tout. Tu vas chez toi, tu joues à la PlayStation ou je sais pas moi, ou tu te mets dans un site, tu te mets à chatter avec des gens et puis voilà, le temps passe, tu dors ou tu lis ton livre, après demain tu vas pas en groupe. Mets ton envie de bosser, d'avoir tes diplômes. Parce que tu as la chance de venir étudier en France. Voilà ce que nous sommes devenus. Nous doutons tout le temps. Pourquoi nous doutons? Parce que tout le temps, on nous parle de Dieu. C'est pourquoi je vous dis clairement, je ne crois pas en Dieu. Je ne croirai jamais en Dieu. Et j'ai envie de mourir demain. Je serai fier de mourir demain. Parce que d'où je viens là, ce que j'ai vécu moi, c'est pour eux, ils ne vivront jamais ça. Et c'est malheureux que tout le monde devait avoir au moins ma vie. Plus que ma vie. Mais au moins ce semblant de vie que j'ai eu, 80% des Congolais devaient l'avoir. Mais malheureusement, 80% des Congolais ne connaîtront jamais ce que moi j'ai vécu dans ma vie. Et c'était des choses simples que j'ai vécues dans ma vie. Je parle au passé, hein, parce que je pense que je n'ai plus rien à prouver. Et je n'ai plus... Au fait, ça ne m'intéresse même pas de vivre longtemps sur cette terre, parce que d'où je viens, il n'y a que le malheur. C'est malheureux que je vous parle comme ça, parce que c'est pas normal qu'on soit comme quand je vois le Congo, c'est pas normal qu'on soit comme on est. C'est pourquoi je dis un jour, si on peut rentrer dans ce pays-là, prendre ce pouvoir-là, je vous dis la vérité, les Aïouans n'auront jamais la nationalité Aïouan. Aucun peuple en Afrique centrale n'aura la nationalité congolaise. Vous allez habiter au Congo avec les titres de séjour de 10 ans renouvelables. On ne permettra jamais des gens venir chez nous sans carte d'identité. Jamais. Je vous dis clairement, si moi, un jour, je deviens un membre puissant dans un régime au Congo-Brazzaville, vous ne rentrez jamais au Congo et la nationalité congolaise n'appartiendra à personne. Il faut être né d'un père ou d'une mère congolaise pour avoir la nationalité congolaise. Même si vous habitez là 100 ans, vous aurez la carte renouvelable. Le Congo sera pour les Congolais. Comme ça nous évitera. Parce qu'on est tellement entouré de pays idiots que si on ne crée pas des lois pour nous protéger notre espèce,
Si nous ne créons pas des conditions pour protéger notre espèce, nous serons des idiots qu'on va ramasser, qui vont disparaître au fur et à mesure. Et les terres congolaises appartiendront à des gens qu'on ne connaît même pas, qui sont venus d'ailleurs, qui feront tout ce qu'il y a à faire. Parce qu'on ne peut pas léguer. Là, il y a le Cameroun, dans le nord, la Centrafrique. En bas, dans le sud, on a le Zaïre. Et quoi encore? L'Angola, le Cameroun, tout ça, il n'y a que des parasites. Et ces gens-là viennent chez nous, on leur donne la société congolaise, et ils viennent, on donne la société congolaise. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Une sous-culture. Une culture qui n'a pas de valeur, une culture de la pornographie, une culture de la pédophilie, une culture de... Oh! De la religion mal comprise. Ils parlent de Dieu, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle Dieu. Dieu est général. Donc, je m'arrête là. Je dis bien. Mes chers amis, mes chers compatriotes, on vit qu'une seule fois. On ne reviendra plus. Malheureusement, on sera tous de passage à un moment donné de la vie. Mais essayez de vivre bien. Essayez de vivre bien. Mais pour vivre bien, il faut à un moment donné un sacrifice. Parce que même ceux qui sont riches, ils ont sacrifié un moment donné de leur vie pour amasser de l'argent. Il y en a qui sont partis à l'école, étudier pendant 10 ans pour gagner des diplômes et créer des choses. Notre sacrifice viendra à la révolte, à décider de nous-mêmes ce que nous voulons être, à la liberté de penser et à demander des comptes à ceux qui nous commandent. Que de donner carte rouge, carte blanche comme ça des gens qui n'ont aucun amour du pays, qui n'ont aucun patriotisme, qui n'ont rien, qui sont des vides. On leur donne carte blanche à faire de notre pays ce qu'ils veulent. Vous vivrez jamais ce que moi j'ai vécu. Je vous dis, et c'est malheureux. Parce que moi, je viens d'une famille, c'était pas gagné. Ma mère n'a jamais été à l'école. Mon père, il a fait même la prison en France, mon père. Ça, c'est la vérité. Mon père, c'est parmi les premiers Congolais à aller à la prison de la santé, avant que je sois né. Vous imaginez? Donc, je viens quand même des origines où les gens se sont battus pour me donner un semblant de vie. Mais ma vie aujourd'hui, quand je vois la vie de certaines personnes, je dis, ouais, bon, voilà. Mais moi, en tant que Congolais, ma vie, quand je vois ce qui est derrière moi au Congo, comment je peux vivre dans un pays où tous mes amis qui sont au Congo n'ont pas d'argent, n'ont pas réussi? C'est quand même malheureux. Tous ceux que j'ai connus au Congo, mon avis, n'ont pas réussi. Ceux qui ont essayé de réussir, c'est qu'ils sont allés dans des situations assez compliquées, où ils sont au PCT, où ils sont dans des situations un peu... Oui, voilà, il faut faire. Mais je n'ai pas vu quelqu'un au Congo me dire, aujourd'hui, qui a grandi avec moi dans mon quartier, dans mon environnement, me dire, j'ai créé une entreprise, je suis chef d'entreprise, j'ai 10 personnes qui travaillent pour moi, j'ai une femme, j'ai des enfants, mes enfants sont dans l'école privée, il y a même un qui est en France, qui a eu sa licence. Rien. C'est qu'il y a un problème dans ce pays-là. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fréquenté l'université en Côte d'Ivoire. Là-bas, j'ai beaucoup d'amis qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont pharmaciens, qui sont professeurs à l'université, qui sont médecins, qui sont même pas... Il y a même des gens qui sont devenus hommes d'affaires en Côte d'Ivoire. Il y a des amis ivoiriens qui sont devenus hommes d'affaires en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais sorti de la Côte d'Ivoire. J'ai des amis qui sont devenus des écrivains en Côte d'Ivoire. J'ai des amis qui sont devenus des gens de spectacle en Côte d'Ivoire, qui vivent bien leur vie, qui ne veulent même pas venir en France, qui n'ont jamais été en France. Mais dans mon pays, je n'ai aucun ami aujourd'hui qui est resté au pays, qui ne me demande pas un service. Tous les jours, on me demande, donne-moi ci, donne-moi ça, même les amis. C'est qu'il y a un problème de gouvernance dans ce pays-là. Il y a un problème de culture dans ce pays-là. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Pour que ça change, il y a un moment donné, il faut dire basta. Il faut transgresser. Il faut transgresser. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Il faut transgresser. Tant que vous ne transgressez pas, vous n'allez pas gagner gain de cause. Et voilà ce qui va nous arriver tous. Bon, moi, je m'en fous. Après tout, j'ai eu qu'un enfant et je m'en fous. Au fait, dans le fond, j'ai eu qu'un enfant parce que je n'ai pas voulu faire beaucoup d'enfants. Parce que d'où je viens, il n'y a pas d'espoir. Si le Congo était un bon pays, j'aurais fait 2 ou 3 enfants. Mais je pense que ça m'a fait peur dans ma vie de faire des enfants. Parce que mon pays n'a pas d'espoir. Je ne peux pas faire des enfants dans un pays où il n'y a pas d'espoir. Aujourd'hui même, je vous dis clairement la vérité,
j'ai jamais voulu faire un enfant avec une Congolaise parce que pour moi, je ne voyais pas. Je vais faire un enfant avec une Congolaise en France. Quelle est l'avenir de ce moment? On est dans un pays où il y a plus ou moins de racisme. Moi, j'ai un enfant avec une Congolaise et dans mon pays, il s'est foutu. Ici, il va se battre 2 fois pour être bien. C'est-à-dire, ici, on le jugera par sa peau déjà. Et il aura, évidemment, il aura suffisamment de problèmes pour évoluer dans cette société blanche. Et au Congo, il ne peut pas repartir chez lui parce qu'il y a le tribalisme, il y a le régionalisme, il y a la politique bidon, il y a tout. Après, ça ne te donne même pas envie de faire un enfant congolais. Parce que si nous rentrons chez nous, si le Congo était un bon pays, ben on aurait fait des enfants congolais, éduqués en France, après leur dire, rentrez chez vous. Après, quand tu auras fait tes diplômes, on va aller au Congo, tu vas créer une entreprise où tu vas travailler au Congo. Comme les Indiens. Tous les enfants qui sont passés le documentaire, là, on les envoie à l'étranger, après ils viennent travailler en Inde. Ils sont fiers de repartir chez eux. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à un Congolais qui habite en France, vous pas au Congo travailler. Ça ne marchera jamais. Tu l'envoies, dans 2 mois, 3 semaines, il va t'appeler au téléphone pour dire non, non, moi je vais rentrer en France. C'est n'importe quoi ici. Voilà ce qui nous embête. Il faut qu'on se regroupe tous ceux qui se sentent congolais comme moi, de plus, tous ceux qui aiment ce pays-là, le Congo-Brazzaville, nous devons nous lever pour que ça change. Ça ne viendra pas de Dieu, ça ne viendra pas du ciel, ça viendra que de nous-mêmes. D'être déterminés, d'être des gens de culture, d'être des gens francs, d'être des gens honnêtes, d'être des gens respectueux et d'être des gens combatifs. C'est comme ça qu'on va évoluer. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que notre pays va avancer. J'espère qu'on va se réveiller avant qu'il soit trop tard. Et j'espère qu'on va chasser tous ces Aïwas-là du Congo-Brazzaville. Je parle des Aïwas qui sont venus prêcher, qui sont venus foutre leur idéologie. Toutes ces prostituées-là, on va tous les mettre dehors et qu'on puisse un peu balayer ce pays-là pour qu'il avance. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une très bonne semaine.